Bienvenue à tous dans le 20h de ce 16 octobre. Nous sommes ravis de vous retrouver sur RTI 1. CGC Academy 2019, le vice-président encourage les entrepreneurs. Daniel Cablon-Duncan a exhorté les secteurs privés et publics à asseoir un écosystème favorable à la création de richesses. 7 prix ont été décernés à des chefs d'entreprise pour leur performance et rentabilité. Inondation à l'épée dans le sud de la Côte d'Ivoire. Les habitations sont sous les eaux après les fortes pluies de ces derniers jours. Le président du conseil régional de la Mai s'est rendu aux côtés des sinistrés. Patrick Hachi est allé leur apporter la compassion du gouvernement. À Yamoussoukro, la capitale ivoirienne, l'armée de Côte d'Ivoire est en exercice. Baptisée Toucan 2019, cette activité met en scène un scénario de prise d'otages avec la capacité de réaction des soldats, notamment la flotte aérienne qui est mise en avant. Et puis Brexit, aujourd'hui 16 octobre, les négociations ont repris après des pourparlers qui ont duré toute la nuit d'hier. Le remplacement du filet de sécurité pour l'Irlande est toujours négocié. Bonsoir à tous, bienvenue. C'est la fin de la 8e édition de la CGC Academy. 7 prix ont été décernés à des chefs d'entreprise pour leur performance et leur rentabilité dans l'économie ivoirienne. Invité à cette soirée de clôture, le vice-président Daniel Cablon-Duncan a exhorté le secteur privé et aussi le secteur public à asseoir un écosystème favorable à la création de richesses. Frédéric Oulaï et Francis Boifo. C'est la dernière marche de la 8e édition de la CGC Academy. Ce dîner gala, auquel a pris part le vice-président de la République, a été marqué par plusieurs distinctions, dont on retiendra le prix du jeune entrepreneur, les meilleurs entrepreneurs et managers, ainsi que le prix du meilleur partenaire du secteur privé 2019. Si l'administration des douanes est récompensée, c'est un secteur privé à la hauteur de la tâche qui vaut à cette administration d'avoir cette récompense et nous sommes très très fiers. Ce prix de la CGC est d'abord un encouragement pour moi et pour toutes mes équipes pour le travail que nous abattons pour la distribution des instruments du savoir en Côte d'Ivoire. Pour le vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan, la CGC Academy a gagné en notoriété. Cette 8e édition est un véritable succès. En effet, on a noté 5200 participants et 85 délégués venus de l'extérieur. Ce forum a également consacré une belle page, vous le savez, aux jeunes entrepreneurs, futurs leaders de demain. Ceux-là même qui sont appelés à relever le défi de la 4e révolution industrielle. Cette 8e édition consacre également l'engagement réciproque du secteur privé et du secteur public, afin d'asseoir un environnement des affaires propice à une croissance forte, durable et inclusive. Plateforme d'échange entre secteur privé et administration publique, la CGC Academy s'est voulu un laboratoire d'idées pour booster le développement des entreprises africaines. Le président rwandais Paul Kagame a enrichi les débats, s'appuyant sur l'expérience de son pays. Je voudrais, au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, réitérer nos très vifs remerciements à son Excellence M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, qui nous a fait l'insigne honneur de rehausser sa présence distinguée cette 8e édition de la CGCI Academy. En vue d'asseoir un écosystème favorable à la création de richesses dans les pays africains, hommes d'affaires et jeunes entrepreneurs se sont donné rendez-vous à la 9e édition de CGC Academy en 2020 à Abidjan. Revenons sur les moments phares de cette édition 2019 de la CGC Academy. Des rencontres ont permis de débattre de la problématique de la simulation du e-commerce et surtout des avantages pour les PME. Lancine Bakayoko nous en dit davantage à ce sujet. À cause des administrations frontalières lourdes et opaques, en particulier pour les procédures d'import-export, les échanges intra-africains restent particulièrement limités. Pour les opérateurs économiques, l'intégration régionale via cette zone de libre-échange en construction est un gage de compétitivité. Il faut pouvoir mettre en relation les jeunes entrepreneurs et des entrepreneurs expérimentés. Cela existe déjà
au sein de l'Union européenne. Ça pourra véritablement permettre à nous, en tant qu'entrepreneurs, de pouvoir bénéficier de ce grand marché-là et comprendre la philosophie des autres pays qui s'intègrent dans le marché, dans ce vaste marché des zones de libre-échange continentales. Malgré les potentielles opportunités, cette libéralisation du commerce des biens et des services a vocation à entraîner des coûts d'ajustement pour les États membres. Les préalables dans le cadre de la ZLECAf, c'est l'adoption d'un certain nombre de textes qui restent, notamment le texte sur les produits d'origine. Ce texte sur les produits d'origine est vraiment fondamental. C'est ce qui va permettre de savoir que les produits sont fabriqués en Afrique. Mais le déficit en matière d'infrastructures constitue une grave entrave à l'intégration régionale. Les infrastructures vont jouer un rôle dans l'acheminement des produits. Et c'est le moment de faire appel au transport maritime qui doit être renforcé pour permettre aux marchandises qui peuvent arriver de la SADC de pouvoir parvenir aux pays d'Afrique de l'Ouest ou aux pays de l'Afrique du Nord. Le commerce intra-africain représente actuellement 15% du commerce total du continent, compte 19% en Amérique latine, 51% en Asie, 54% en Amérique du Nord et 70% en Europe. Au total, 5216 patrons de Côte d'Ivoire et d'ailleurs ont pris part à cette rencontre d'échange et de partage. Un acquis majeur est à souligner, la signature d'un protocole d'accord entre les patrons ivoiriens et rwandais à l'effet de partager les expériences et surtout fédérer les contributions à l'avènement d'un privé dynamique dans les deux pays et sur le continent. Noël Niagno. La 8e édition de la CGECI Academy, la page est tournée. Les 5216 participants, chefs d'entreprise ivoiriens et rwandais, dirigeants des patronats du Sénégal, de la Guinée, du Cameroun, du Cap-Vert et du Togo ont échangé et partagé leurs expériences pour construire le modèle d'environnement des affaires à privilégier pour le développement des entreprises en Afrique. Sur cette base, le patron des patrons ivoiriens, après ses 48 heures de travaux, a pris un engagement. Faire du climat des affaires en Côte d'Ivoire l'un des plus compétitifs au monde. Nous savons que nous avons franchi un palier déjà, nous avons progressé fortement, mais au-delà des progrès, maintenant nous voulons être l'un des plus compétitifs au monde. Pour tenir cet engagement, une série de recommandations a été soulignée. Elle porte entre autres sur l'amélioration de la qualité du partenariat et des cadres de dialogue réunissant l'État et le secteur privé, l'augmentation de la part des PME dans la commande publique et la garantie des délais de paiement, enfin l'amélioration de l'efficacité des cadres de collaboration entre le contribuable et l'administration fiscale. Autre acte fort de cette édition, la signature du protocole de partenariat entre les privés rwandais et ivoiriens afin de construire une passerelle de bonnes pratiques entre privés des deux pays. Toutes choses qui vont concourir à la réalisation de la nouvelle alliance entre le privé et l'État ivoirien. Dans cette alliance nouvelle que son Excellence le Président de la République appelle de tous ses voeux, il s'agira d'un changement absolu de paradigme, d'un changement profond de notre écosystème socio-économique dans lequel une véritable transformation culturelle sera indispensable à la transformation structurelle de l'économie. Cette responsabilité incombe à la fois à l'État, au secteur privé et au-delà à notre société tout entière. Une somme d'actes qui conduira la Côte d'Ivoire vers le nouveau miracle ivoirien, a conclu le secrétaire général de la présidente de la République. À Yamoussoukro, la capitale ivoirienne, l'armée de Côte d'Ivoire est en exercice. Baptisée Toucan 2019, cette activité met en scène un scénario de prise d'otages dans un aéroport. Il s'agit principalement de tester la capacité de réaction des soldats, avec en première ligne la flotte aérienne. La commune d'Alépé et 12 autres villages environnants sont sous les eaux depuis les fortes pluies de ces derniers jours. Le secrétaire général de la présidence de la République, également président du conseil régional de la Mai, s'est rendu aux côtés des sinistrés. Patrick Hachi est allé leur apporter la compassion du gouvernement. Mamadou Kwasi. Plus de 3 jours après les fortes pluies tombées sur le département d'Alépé, des domiciles encore sous les eaux. Certaines familles ont décidé de ne pas quitter les lieux. Quelqu'un qui est handicapé. Les gens sont partis, je ne sais pas où il faut l'amener. Quelqu'un qui est assis sur le fauteuil roulant pendant 3 ans. Vous l'arrivez où?
C'est arrivé derrière la maison. C'est peut-être qu'on n'était encore quitté le lit. On avait de l'approvisionnement, c'est-à-dire de quoi manger, donc on est resté là 2 jours dans la maison sans sortir parce que l'eau était beaucoup montée. L'eau a diminué maintenant, donc on sort maintenant pour aller un peu en ville, voilà, pour voir un peu qu'est-ce qu'il faut acheter à manger et tout ça, voilà. Le ministre Patrick Kachi, secrétaire général de la présidence de la République, par ailleurs président de la région de Lamé, tente ici de les convaincre de se mettre à l'abri. Juste à côté de ces habitations, des bâtiments effondrés sous la pression de l'eau. Les différentes visites des sites ont permis à la délégation du ministre Patrick Kachi de saisir l'ampleur de la situation. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a instruit le Premier ministre pour aider les populations à gérer ces moments extrêmement difficiles-là. L'État tout entier est auprès d'eux et que tout ce qui sera fait dans l'immédiat pour pallier aux situations difficiles au niveau de leur alimentation, au niveau de la santé, au niveau de leur sécurité, est mis en œuvre et qu'au-delà, les services de la solidarité sont là pour essayer de faire le relevé de tous les dégâts matériels qui sont survenus pour que ultérieurement l'État puisse également adresser ces questions-là. C'est la cour de la mairie et le foyer des jeunes d'Alépé qui accueillent les sinistrés. 1 millier selon le préfet qui a pris des dispositions, entre autres. Nous avons fait suspendre l'électricité dans toutes les zones sinistrées. Nous avons pris les dispositions avec la hiérarchie pour que les cours soient suspendus dans les zones sinistrées d'ici à lundi pour voir l'évolution. Ces victimes des inondations, en plus du réconfort moral, reçoivent du gouvernement des médicaments, des vivres et non-vivres. À l'origine de ces inondations qui touchent tout le département d'Alépé, le fleuve Komo sortit de son lit depuis les récentes pluies. Une situation qui éviterait l'ouverture de l'embouchure de Grand Bassam. Je vous dire que les études ont été faites, les bailleurs de fonds pour financer le projet ont été trouvés, l'appel d'offres a été fait, l'entreprise a été retenue et qu'au mois de novembre, on lancera les travaux de réouverture de l'embouchure dans le Grand-Bassam. En plus de la commune d'Alépé, 12 villages du département sont touchés par ces inondations. La pluie continue de tomber sur le département d'Alépé, avec insistance au grand désarroi des populations qui ont tout abandonné sous les eaux. À plus de 175 km d'Alépé, Agnassoué, aussi frappé par le malheur. 18 personnes y ont péri dans un accident de la circulation. Le ministre des Transports, Amadou Koné, s'y est rendu. Il est allé apporter le soutien de l'État aux familles des victimes. Amadou Koné a annoncé aux transporteurs l'intensification des sanctions allant du retrait des permis à l'annulation des agréments de transporteurs. Herman Yamia. La vitesse et l'imprudence des chauffeurs des véhicules de transport en commun ont encore tué. Ce véhicule que vous voyez sous une pluie battante a causé la mort de 18 personnes le samedi 12 octobre dernier à l'entrée d'Agnassoué, sous-préfecture située à 22 km d'Abengourou. L'accident s'est produit aux environs de 11 heures. La voiture étant en plein a loupé le virage et a fait un tonneau. Malheureusement, le pire s'est produit. 9 morts sur le champ. Il a eu un bébé de quelques mois et un enfant entre 4 et 5 ans. Sur les 23 passagers à bord du véhicule en surcharge, l'on enregistre seulement 5 rescapés. Ils sont hospitalisés au CHR d'Abengourou et dans un CHU à Abidjan. Informé de ce drame qui a endeuillé de nombreuses familles, le ministre des Transports s'est rendu sur les lieux de l'accident et aussi à Agnibilé-Kourou pour exprimer la compassion du gouvernement aux parents des victimes. Amadou Koné les a assurés que toute la lumière sera faite sur cet accident. Il y a eu des arrestations, des enquêtes qui sont en cours et vous assurer que la lumière sera faite sur cet accident-là pour comprendre ce qui s'est passé. Plusieurs dispositions seront prises après. Aucun accident grave, sérieux ne va rester sans enquête et sans résultat que vous allez connaître. Après Agnibilé-Kourou, le ministre des Transports s'est également rendu au CHR d'Abengourou pour apporter le réconfort de l'État aux 4 blessés, dont le chauffeur du véhicule incriminé. Avant de quitter Abengourou, Amadou Koné a rencontré les acteurs du transport. À ces derniers, il a révélé que la sensibilisation va certes continuer, mais désormais,
la répression va s'intensifier. Après toutes ces campagnes de sensibilisation qui se font tout le temps, nous sommes véritablement dans une phase de sanction. Avec la réactivation de la commission de retrait des permis, ils risquent de voir leur permis retiré. La commission a commencé à siéger en décembre. À ce jour, nous avons plus de 300 permis qui ont été retirés, parfois pour 20 ans. Donc nous allons continuer, cette commission se réunit tous les mois. L'ex-administrateur pour la Côte d'Ivoire à la Banque africaine de développement a indiqué que l'agrément de transporteur de l'entreprise mise en cause dans cet accident sera simplement retiré. Selon lui, de 2017 à ce jour, ces véhicules ont causé la mort de plus de 30 personnes sur l'axe Abidjan-Agnibilé-Kourou. Depuis la mise en service en 2016 de cet axe réhabilité, plus de 100 accidents mortels ont été enregistrés. Abidjan a abrité ce mercredi la première édition de la Journée africaine de e-santé, une rencontre internationale qui a mis en avant les avantages liés à l'utilisation du digital dans le cadre de l'amélioration des prestations de santé. Serge Coléa. Un passeport de santé numérique mis à la disposition de l'assuré social en Afrique. C'est tout l'intérêt de la carte Pascare conçue par la société française Innov Santé. Nous sommes confrontés en Afrique à des problématiques très spécifiques qui sont liées à notre environnement, qui sont liées à nos modes de vie, nos modes de consommation. Donc il s'agit d'intégrer tout ça, tous ces éléments-là, dans la plateforme digitale que nous proposons. Selon son président fondateur Adnan El Bakri, Pascare contient l'intégralité des données médicales de celui qui la détient. Des informations utiles que tout professionnel de santé peut consulter via un logiciel informatique. Le Pascare pourrait venir renforcer, n'est-ce pas, notre carte, la carte de la santé au niveau de la couverture maladie universelle, en y apportant des innovations, en y apportant d'autres capacités, n'est-ce pas, par rapport à notre carte actuelle. C'est pour cela que je suis en train de voir dans quelle mesure on peut commencer à coopérer avec eux. Les avantages de cette carte de santé numérique ont été soulignés par plusieurs partenaires, notamment Christophe Lambert, acteur franco-américain, ambassadeur Pascare. Représentant le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le ministre de l'Artisanat, Sidiki Konaté, a apporté tout le soutien du gouvernement à cette initiative. Au centre de la première édition de la Journée africaine de la e-santé, les défis de la santé en Côte d'Ivoire, les enjeux de la e-santé en Afrique et le partage de l'information médicale. Dans le domaine maritime, comment se porte l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer de la commune de Yopougon? Le secrétaire d'État auprès du ministre des Transports chargé des Affaires maritimes s'est rendu sur place. L'établissement se porte plutôt bien. Philippe Legré annonce entre autres des travaux sur les voies d'accès à l'institution régionale. Lanciné Bakayeko. Chaussée complètement dévêtue, trous béants, flaques d'eau par endroits. Cette route qui mène à la prestigieuse Académie régionale des sciences et techniques de la mer contraste avec la réputation de cette grande école internationale, propriété des 15 pays africains. Sur le plan fonctionnel, quelques petites difficultés également. Il y a le problème du recrutement des enseignants de navigation. Voilà. Il faut savoir que c'est dans le domaine de la navigation parce que nous formons des navigants de haut niveau et quand ils finissent avec l'académie, ils partent quand ils ont des emplois. C'est toujours difficile d'en avoir pour être des enseignants. Donc ce que nous faisons, nous gardons les anciens. Nous travaillons également avec les pilotes du port, mais ça pose toujours un problème parce que là aussi, il faut leur donner les moyens. Malgré tout, le secrétaire d'État aux affaires maritimes a pu voir que la formation des élèves se passe plutôt bien, avec des supports pédagogiques aussi divers que variés, liés entre autres au métier de la pêche, de la mécanique industrielle, du commerce international, de la navigation ou de la logistique. Dans les ateliers, les machines tournent à plein régime, mais des défis majeurs existent. Trouver des stages embarqués au profit des élèves navigants à travers des négociations avec les compagnies maritimes et surtout créer un registre international d'immatriculation des navires, conformément aux dispositions du Code maritime. Vous avez relevé les problèmes, les difficultés, mais en même temps, vous avez proposé des solutions. Ça, vous avez fait notre travail. Nous allons prendre ça et nous allons commencer à marcher. Aller vers qui de droit pour dire voici tel problème, telle difficulté,
Et puis, tant que faire se pourra, apporter une solution à ces difficultés-là. Ouverte en 1987 à Abidjan, l'institution régionale de formation maritime et industrielle a déjà formé 8000 élèves. La secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes s'est rendue à Grand-Bassam et à Mosso. Miss Belmonte Dogo a visité les instituts de formation et d'éducation féminine. Elle entend appuyer ces IFEF qui jouent un rôle déterminant dans la formation et l'autonomisation de la femme. C'est Forazegui. Vous allez faire les deux pilons. On fait d'abord le pilon couché, ensuite le pilon debout. Cours d'alphabétisation pour cette vingtaine d'auditrices de l'Institut de formation et d'éducation féminine de Grand-Bassam. Elles sont pour la plupart sorties du circuit scolaire ou non scolarisées. L'IFEF a une seconde chance pour l'autonomisation de ces jeunes filles. Je n'ai jamais été à l'école, mais quand je suis arrivée à IFEF, je sais écrire mon nom, je sais un peu envoyer les messages. Ça m'a permis de connaître beaucoup de choses. Cette enseignante dispense avec enthousiasme son savoir. Notre souhait est que ces filles-là ne dépendent pas vraiment de leurs amis en ville. Voilà, tu as ton message, tu ne sais pas lire, tu vas donner à quelqu'un. On dit quoi dans ces messages? Tu n'es pas autonome. Le lundi 14 octobre, jour de rentrée dans tous les IFEF de Côte d'Ivoire, la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes effectue une visite de terrain. Première étape, Grand-Bassam et Mosso. Elle annonce la réforme des instituts de formation et d'éducation féminine. À la fin du cursus scolaire, elles seront accompagnées par le secrétariat d'État qui verra aller trouver des stages quitte dans un grand hôtel ou dans un restaurant pour ne pas qu'elles aient à perdre la main. Et mieux, nous allons les accompagner pour qu'elles puissent s'installer. La réforme au sein de l'IFEP est en cours. Nous allons inscrire d'autres modules parce que la femme, il n'y a pas que la couture, il n'y a pas que la pâtisserie. Nous avons les NTIC, nous avons les métiers de l'agriculture qui peuvent être appris aussi par nos mamans, par nos jeunes filles au sein de l'IFEF. L'Institut de formation et d'éducation féminine a pour mission l'encadrement des jeunes filles déscolarisées ou non scolarisées. Alphabétisation, cuisine, pâtisserie, coiffure et couture sont entre autres les disciplines enseignées dans les IFEF. Des sessions de formation sont disponibles pour les travailleuses et les femmes au foyer. De Grand-Bassam à la région de la Nawa, on parle toujours autonomisation de la femme. Le conseil régional de la région de la Nawa a signé avec le GIZ un partenariat pour financer des projets des femmes de la région. Une enveloppe de 140 millions de francs CFA est déjà disponible pour la phase pilote qui concerne 60 femmes du secteur agricole. Francis Boifo. La phase pilote du projet Approvina, fruit du partenariat entre le Conseil régional de la Nawa et l'Agence allemande de coopération internationale GIZ, concerne 60 femmes exerçant dans le secteur agricole. Les femmes recevront toute l'aide possible, c'est-à-dire que donc, le financement de leurs intrants, de leurs services de production sera assuré par ce financement-là. Le global du financement est de 350 000 francs par femme, divisé pour 50% par une subvention et 50% par un financement à crédit. Le taux de crédit tourne autour de 8%. Nous avons non seulement des produits vivriers. Au départ, on avait des difficultés d'écoulement de nos productions, mais aujourd'hui, avec ce projet, on part de la production à l'écoulement jusqu'à la commercialisation. Donc ça va renforcer davantage les ressources de nos femmes. Le projet Approvina a été lancé par le président du conseil régional de la Nawa, Alain Richard Donvaï. Ce projet bénéficie d'une subvention de la coopération allemande et d'un fonds de garantie logé au conseil régional. Le conseil régional a créé ce fonds de garantie pour les femmes et les jeunes de la Nawa. Aujourd'hui, nous en sommes à 140 millions. J'espère que l'année prochaine, nous pourrons ajouter 70 millions encore à ce fonds et au fur et à mesure, ce fonds va grandir et permettre donc de financer un certain nombre de projets, de bons projets en tout cas dans la Nawa. Objectif, favoriser l'autonomisation des femmes rurales dans la région de la Nawa. On parle maintenant environnement avec l'ouverture ce matin d'une rencontre panafricaine des acteurs de l'assainissement. L'accès aux services d'assainissement reste un défi majeur pour la plupart des pays africains.
La qualité et la couverture des services d'assainissement sont insuffisants en raison notamment de la vétusté des infrastructures. Pour apporter des réponses à toutes ces préoccupations, une association panafricaine des acteurs de l'assainissement a vu le jour. Plusieurs défis en vue, notamment la vulgarisation de la vidange mécanique, afin de permettre au plus grand nombre d'y avoir accès et d'éradiquer définitivement les dépotoirs sauvages. L'annuaire statistique d'état civil 2018 a été présenté aux partenaires de développement. Un document avec des données fiables, des chiffres actualisés sur les naissances et aussi les décès. C'est un outil important dans les prévisions et exécutions de projets de développement. Éric Goré. L'annuaire statistique d'état civil de l'année 2018 est prêt. Ce document contient les données fiables concernant les actes de naissance, de décès, de mariage et de divorce. Présenté aux partenaires sociaux, cet annuaire servira à l'administration ivoirienne et aux partenaires au développement de repères. Ça vient régler une question de disponibilité de données fiables sur les faits d'état civil, naissance, décès, mariage. Ces faits d'état civil sont les éléments statistiques qui permettent à un État moderne de planifier son développement et de se projeter dans l'avenir. Si nous avons ces données, nous pouvons, en rapport avec nos partenaires de développement, prévoir des châteaux d'eau, prévoir des maternités, prévoir des écoles. En 2006, 45% d'enfants n'étaient pas enregistrés dans les registres d'état civil. Ce taux est au rabais aujourd'hui avec 28% de naissances non enregistrées. Une avancée saluée par l'UNICEF. On voit qu'entre 2006 et 2016, une augmentation dans le nombre d'enfants de moins de 5 ans qui sont enregistrés à l'état civil. Les annuaires statistiques aussi nous montrent que chaque année, il y a une augmentation dans le nombre d'enfants qui sont enregistrés à l'état civil. Néanmoins, il y a toujours les efforts à faire. Ce document administratif sur la situation d'état civil en Côte d'Ivoire note aussi que 55,40% de taux d'enregistrement de naissance se fait dans le délai. Quant à la proportion des divorces, 46,80%. C'est-à-dire qu'une personne mariée sur 2 divorce pour diverses raisons. Petit déjeuner de presse du ministère de la fonction publique, une rencontre qui aura permis de faire l'état des lieux et de parler des procédures légales et du fonctionnement de la mobilité professionnelle dans les services publics. Un communiqué de la Commission électorale indépendante à présent. Dans le cadre de la mise en place de ces démembrements locaux, la Commission électorale indépendante invite les partis ou groupements politiques ayant proposé des membres à la Commission centrale à une importante réunion d'information le lundi 21 octobre 2019 à 10h précises à son siège d'Abidjan, 2 plateaux, Carrefour Duncan. Chaque parti ou groupement politique devra se faire représenter au maximum par 3 personnes. À cette occasion, il sera remis à chacun de ces partis ou groupements politiques un kit contenant notamment le mode de désignation de leurs représentants au sein de la commission électorale locale. On se rend maintenant dans la région du Hambol où le RHDP installe ses délégations départementales. Soro Corona. À 13 mois de l'élection présidentielle d'octobre 2020, le Rassemblement des Oufouettis pour la démocratie et la paix, RHDP, peaufine ses stratégies pour sa victoire. Dans la région du Hambol, les responsables locaux du RHDP optent pour l'approche de proximité. Pour quadriller toute la région, 150 délégués départementaux, sous-préfectoraux et communaux ont été installés. Nous allons tout mettre en œuvre pour expliquer à nos populations la nécessité de se regrouper autour des idéaux et du bilan du président Alassane Ouattara afin que nous partions aux élections de 2020 en chantant. Nous allons entrer vraiment dans les bases, faire du porte-à-porte. Le commando qui a été désigné tout à l'heure est prêt pour le combat. Nous sommes convaincus que le train est en marche à partir d'aujourd'hui et que nous sommes fin prêts pour exécuter la mission qu'on nous a confiée. Les délégués nouvellement installés se sont engagés à vendre les idéaux de paix, de stabilité économique et de développement du RHDP. La stratégie la mieux élaborée actuellement, c'est le rassemblement, les messages de paix, de succès économique enregistrés. Et je pense que ce sont des éléments qui sont de nature à consolider cette prochaine victoire. Devant plus de 3000 militants, le coordonnateur régional du RHDP est revenu sur les actions de développement réalisées dans la région du Hambol en 8 ans de gestion du président Alassane Ouattara. 203 villages électrifiés,
10 collèges construits. Réhabilitation du tronçon Katula-Tafiri. Khalil Konaté met en mission les nouveaux délégués. Des Quadio, des Dogbe, du PDCI, du RDR, du MFA, mais ils sont là. Même des cadres du FPI ont rejoint notre coordination par rapport aux investissements qui sont faits dans la région du Hambol. Ce rassemblement a été l'occasion pour les populations de la région du Hambol de traduire leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Aujourd'hui, 16 octobre, les négociations de dernière minute sur le Brexit ont repris. Les pourparlers ont duré toute la nuit. L'objectif est de parvenir avant le sommet européen de jeudi et vendredi à un accord sur la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Merci à tous de votre attention. Rendez-vous à 23h avec Marine Cognan. Bonsoir et à demain sur RTI 1.